Diogbenou est là. avec sa course sans arrêt. Il est là. Il est où? Il est président de l'UP, au nouveau. Il est là comme il n'est pas là. Il là, vous ça, le dira. Là, ça, c'est un commentaire De philosophique. toutes les façons, vous savez, les murs ont d'oreilles. Mais vous semblez dire que le président est seul. Il n'est pas seul. Il est seul. Comment il est seul? Il est seul parce que dans la cour, il y a la chambre et le salon. Être aujourd'hui sans chambre, être avec les gens du salon, il doit s'interroger. Et se remettre en cause, c'est le plus important. Vous savez, il y a un moment, c'était l'opposition qui le gênait. C'est ce qu'on nous rabâchait à l'oreille toute la journée. Aujourd'hui, là, qui le gêne? C'est encore l'opposition. Ça atteint le cœur de son système. Et ça ne lui fait pas réfléchir. Ah bon, moi, je ne vois pas où le système est atteint. Il a un parti Ceux-là, politique, il y a la tous majorité. ceux-là, écoutez, tous ceux-là dont je viens de vous parler, Oui. sont partis. Ils sont mauvais. Ou ils sont faux. À ceux-là, toute l'opposition est mauvaise et veut l'empêcher de travailler. Le clergé est mauvais. Le président Soglo est mauvais. Le président Mbouedi est mauvais. La société civile est mauvaise. Les syndicats sont mauvais. Vous ne voyez pas que c'est trop? Moi, je lui recommande de se remettre en cause. Ce n'est pas tard de se remettre en cause et de négocier correctement sa sortie. Comment on se remet en cause quand on est dans la droiture? Comment on va se remettre en cause? Est-ce que les personnalités dont vous avez cité malgré les tout noms, ce que je vous ai cité là, vous pensez qu'il est dans la droiture et que c'est ceux-là qui ne dans sont la pas dans la rigueur, droiture? il est dans la rigueur. La rigueur? C'est la rigueur. Ah bon? Oui. Bon, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est quoi Toutes les les faits? personnalités dont vous avez cité là. Est-ce que c'est un matin comme ça, coup d'humeur, qu'on a dit qu'ils se sont séparés ou du moins qu'il n'y a plus... Il y a des faits. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Vous ne voyez pas, Président? Et les faits qui sont têtus là, ce sont que les faits qui l'avantagent. Ce que les autres disent, ce n'est rien. La nation, c'est lui et lui seul. C'est ça. C'est comme ça que vous comprenez les faits là. Non, lui n'a jamais dit que la nation, c'était lui Mais seul. écoutez, Il a un caractère dans fort, ta certes. propre maison, toi, Wimbo, Oui. s'il arrive qu'un enfant a un comportement, tu le frappes, tu le maltraites, tu le punis. Quelque temps après, un deuxième enfant te reproche la même chose. Un troisième, un quatrième. Toi-même, personnellement, ça ne t'inspire pas une réflexion? Je te demande, toi, Wimbo, ça ne va pas t'inspirer une réflexion? Oui, je vais les réunir. Je vais les réunir pour leur dire est-ce qu'ils veulent suivre la droiture, ils veulent que ce soit la complaisance. Ils vont avoir ici- un père rigoureux qui veut vous amener à traverser correctement le Jourdain qu'un père qui... un père complaisant. Vous savez, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre lui. Si tes enfants estiment ça, ils ont des raisons de le dire. Un enfant, on peut tolérer. 2 enfants, on peut tolérer. 3, 4, tu dois réfléchir. Sinon, tu es un mauvais père. Et au niveau macro ici, nous disons souvent, le président de la République est le père de la nation. C'est la somme de ce qui se fait au niveau micro qui fait le niveau macro. Je voudrais clôturer en invitant le président Patrice Talon à réfléchir. Il y a eu des présidents avant lui. La gouvernance du Bénin n'a pas commencé par lui. Tout au moins, La gouvernance rigoureuse a commencé avec lui. c'est lui qui fait la rigueur. C'est ça? La rigueur, C'est lui seul qui fait la le rigueur. respect des principes. C'est pas risible que ce soit lui seul qui fait la rigueur. C'est lui qui invente le monde. Il faut qu'on démarre à partir d'un temps. Maintenant, comme il a dit lui-même dans l'interview, maintenant que le Bénin atteint sa vitesse de croisière et qu'on est maintenant un pays respecté, sérieux, performant, il est temps de changer de pilote. Ça me fait sourire. C'est quoi la vitesse de Vous croisière? êtes économiste, vous savez très bien. C'est quoi la vitesse de croisière? Mais nous parlons des faits. Nous n'avons pas encore atteint la croissance. Nous à parlons deux, de mais- faits et nous... Écoutez, je vais vous dire ceci. Il est à quel taux de croissance aujourd'hui? Il vous a dit ça? Vous doutez de notre chiffre? Écoutez, il vous a dit à quel taux de croissance Oui, il est. le ministère de l'économie et des finances publie chaque jour le taux de croissance. Nous n'avons pas atteint encore la croissance à 2 chiffres, mais nous tendons vers... Non, ils sont même très loin de 2 chiffres. Vous parlez de 2 chiffres. Les types n'ont pas... Est-ce qu'ils sont à 5%, 6% aujourd'hui? En matière de chiffres, c'est souvent... Mais je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Savez-vous qu'en 3 ans, Oui. le président Soglo a atteint 9 points? Moins 3 à 6. Mais de quelle vitesse de croisière vous parlez?
De quelle vitesse de croisière parle le président? Comparaison n'est pas raison. Nous, le président Soglo, on n'a jamais dit qu'avant le président Talon, aucun président n'a travaillé. Les présidents ont fait beaucoup d'efforts. Le président Talon oui. aurait dû prendre le temps de dire mes propres prévisions, mes propres réalisations par rapport aux prévisions. Quel est l'écart d'une année à l'autre? Et quand il finit de faire cette analyse statique, il va faire une analyse dynamique. Il va dire, mes prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et avec quels moyens, quelles ressources le peuple leur a donné? S'il finit, il peut aller un peu plus loin, en allant dans la sous-région. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, en matière financière et comptable, l'analyse du bilan. J'invite le président Patrice Talon à analyser son bilan et de sortir de l'autosatisfaction. Il a déjà fait, il a déjà annoncé. Je vous ai donné les choses. Bilan, par rapport au PIB, vous connaissez le chiffre 9. Vous connaissez le chiffre 9. Et vous connaissez le chiffre 5 ou 6. Vous n'avez pas me dit que c'est la même chose. Non, c'est pas la vous même m'avez posé une question. Je vous ai dit, bon, voilà où il en est. Voilà ce qu'on a fait avant lui. Vous êtes intellectuel. Il n'y a même pas de débat autour de ces questions-là. C'est le jour et la nuit. Donc vous estimez que de 2016, on peut commencer même à faire le bilan. Et le président, lui, il est déjà, en tout cas... Je vais vous dire ceci. Son premier quinquennat. 2026. Son premier quinquennat. Oui. Dans son PAG, oui. Je ne sais pas si vous l'appelez Patrice Athanase Guillaume ou programme d'action du gouvernement. Dans ce PAG-là, il a promis d'investir 9 000 milliards en 5 ans. Oui. Il n'a même pas fait le tiers, à peine. Donc vous le condamnez d'avoir une grande ambition pour laissez-moi vous dire les chiffres. Oui, dites-moi les chiffres. Oui. Il était à peine à 30%. Il n'a même pas fait le chiffre. C'est les propres chiffres, hein. Je n'invente rien. Vous pouvez aller prendre le document. Et puis, vous savez, quand vous êtes un intellectuel, je ne sais même pas ceux qui le conseillent, quand vous faites une prévision et que vous n'avez pas pu atteindre, vous révisez votre ambition à la baisse. Mais les 5 ans qui ont suivi, ils ont dit 12 000 milliards. 9 000 milliards réalisés à 30%, on veut aller à 12 000 milliards. C'est ce point qu'il faut faire maintenant. Et on va voir ce qu'il a prévu sur les 2 quinquennats. Qu'est-ce qu'il a réalisé? On commence par là. Les Cotonois, à qui il a promis pendant son premier quinquennat 600 km de pavés, et n'a atteint que 200, ne vont pas dire ce que vous dites là. C'est une question de chiffres. Ceux qui sont à Cotonou? Je dis les Cotonois. Oui, bon. Il a promis de mettre 600 km de pavés à Cotonou. Ça, c'est pavé. Il n'en a fait que 200. Non, et ceux qui passent sur des goudrons, ils constatent que c'est asphaltage. Qu'est-ce que vous appelez goudron? Oui, asphaltage. C'est les pavés, ils appellent asphaltage en fait. C'est quoi le goudron là? Le goudron, quels sont les goudrons? Dites-moi. Dites-moi honnêtement. Oui. Quand vous partez du carrefour La Béninoise, oui. j'allais même dire c'est Mekodi. Jusqu'à Godomé Carrefour, il n'y avait pas de goudron là. Troué. Quoi troué? Vous n'êtes pas dans le pays? Je suis dans le pays. Vous n'êtes pas dans le pays. Jusqu'à Godomé, oui. C'est troué à quel niveau? Non. À beaucoup dites-moi, monsieur Rouibo. À Verdocor, il y a beaucoup d'endroits. Vous quittez Verdocor, vous voyez, vous êtes obligé de serrer un peu, de ralentir. Non. Reconnaissez que de Sémécodi. Donc, écoutez, à Verdocor là, oui. On est obligé de serrer un peu, oui. de ralentir. Oui. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes à Verdocor. Je ne sais pas. Je sais qu'au niveau du marché de Verdocor, lorsqu'on dévie un peu vers le pavé qui mène vers la voie de Sainte-Rita, je sais qu'il y a eu quelques points t'attendent là. Mais vous avez quelques points? Oui. Oui. Mais quand vous quittez Sémékodi, que vous n'avez pas ces obstacles-là, jusqu'à venir au carrefour à Kosombo, vous voulez que j'appelle ça comment? Et quand vous quittez là, à part le peu qu'on a là, et un peu devant la CEB, vous en avez vu ailleurs encore? Je ne sais pas si vous en avez vu. Oui. Au point où moi, je suis indifférent à tout ce qu'on fait sur cette voie-là maintenant. La voie n'avait rien. La voie n'avait rien? La voie n'avait rien. Oh. Si c'est pour signer des marchés... Non. Donc vous, non. Bon, je sais que... Mais je vous parle de concret là. Dites-moi la voie avec quelque chose à tel endroit, à tel endroit. Moi, la maison de mon père est à Conticon. Oui. Vous suivez? Moi-même, je suis à Zobo. C'est des voies que je pratique tous les jours. Et je sais de quoi je vous parle. C'est vrai que ces questions, c'est des questions que les maires doivent... Je veux vous dire simplement. Mais c'est pas parce qu'on a des maires transparents que on va réduire le président de la République à un rôle de... Non, écoute, je veux vous dire, au point des infrastructures, le président Talon a fait ce qu'il peut, mais il n'a pas inventé la roue. Et ce qu'il nous a promis, là, je suis rassuré. Ce qu'il nous a promis est largement en dessous
en dessus de ce qu'il a réalisé. Alors, vous faites une prévision. Je ne sais pas, ce que je dis là, les analystes financiers, les contrôleurs de gestion le savent. Vous faites une prévision. Vous n'atteignez pas. Vous ne pouvez pas être satisfait de ce que vous avez dit. Allez analyser les écarts et chercher à savoir ce qui n'a pas tourné. Autrement dit, ils ont eu tort de rêver grand et finalement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait de la distraction. Et les réalisations nous ont donné raison. Parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas. Mais quand on le disait, c'est l'opposition. Il n'a pas... Oui, mais le président a dit que nous sommes devenus un pays sérieux par rapport à la dette. C'est qu'on n'emprunte que à ceux qui sont crédibles. Et ceux qui remboursent. Écoutez, vous êtes économiste, dites-nous. Je vais vous dire ceci. Dites-nous, oui. Le Bénin depuis la conférence nationale, oui. Depuis le président Soglo, le Bénin est devenu un pays sérieux. Moi, j'ai travaillé à la Caisse autonome d'amortissement pendant 25 ans. Oui. Le Bénin est toujours un pays sérieux. Le Bénin rembourse ses dettes. En janvier, l'encours de la dette, janvier 2025, était à près de 600 milliards. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Je ne dis pas l'encours de la dette, je veux parler du service de la dette. Au point où, je ne veux pas vous donner le pourcentage des ressources budgétaires qui paient la dette. Aujourd'hui. J'ai du jamais vu. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus avoir une marge de manœuvre pour satisfaire les autres besoins. Et c'est de quelle dette? C'est des dettes douteuses. Non, le président a parlé de dettes vertueuses. Écoutez, je vais vous dire. Oui. Je vous dis dettes douteuses. Avant l'arrivée du président Patrice Talon, oui. Il y avait un contrôle a priori de l'endettement. Vous devez obtenir, quand vous allez négocier les accords, tout ça là, avant de ratifier, vous devez obtenir l'autorisation de ratification de l'Assemblée nationale. Il a supprimé ça. Sous prétexte qu'après 3 mois, il va rendre compte chaque fois. Il a fait combien de comptes rendus depuis ce temps-là? C'est une dette douteuse. C'est lui seul qui se permet ce que nous allons dire aujourd'hui. Oui. Ce que nous allons dire aujourd'hui. Qu'il laisse le jeu se jouer. Qu'ils ne disent pas, sous prétexte qu'on ne doit pas changer ceci, on ne doit pas veiller à ce qu'on ne vienne pas bousculer. Non. Qu'il a obligé, lui, à ne pas changer quand il est venu au pouvoir. Il n'a qu'à nous laisser voir ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui vous empêche de voir? C'est la peur du gendarme qui fait la bonne gestion. Oui. Vous comprenez? Oui. Et il nous empêche de voir comment il a géré le pays. Comment? C'est opaque. L'opposition a représenté à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez avoir aucune preuve. Avant lui, oui. Vous pouvez aller dans les institutions, demander des statistiques. Vous avez fait une démarche, quelqu'un vous a refusé. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même le code de la presse permet aux journalistes d'écrire, de demander des informations. Écoutez, quel journaliste a fait cette démarche? Quelle politique a fait une démarche? Je sais de quoi je vous parle. Ça, c'est un procès d'intention. Je sais de quoi je vous parle. Oui. Vous avez fait quelle démarche? Je vais vous donner un exemple. Pour avoir des chiffres. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui, donnez-moi un exemple. Maître Adrien Hongbeyi a dit dans ce pays, les fautes qui sont dans mon dossier, il y a les mêmes fautes chez le BR. Il y a les mêmes fautes chez l'UP. Vous savez qu'il a failli faire la prison? On lui a dit, quand le dossier allait à la Cour constitutionnelle, Diog Benoun a dit, vous n'êtes pas destinataire de ci, vous n'êtes pas destinataire de ceci. Comment vous l'avez eu? Cela veut dire simplement que, même lorsque vous faites des démarches et que vous avez des preuves pour montrer que ce que vous dites est juste, on vous intimide, on vous menace d'emprisonnement. Du coup, la preuve n'est plus libre. La gestion de ce régime est si opaque que vous n'avez aucune possibilité de preuve. Je vous donne un exemple. Je vous donne un autre exemple. Écoutez, il y a la loi de règlement qui rencontre tout ça. Et vous dites qu'il est opaque. Qu'est-ce qui est opaque? La loi de copinage. Je vous donne un autre exemple. Comme vous n'êtes pas convaincu, oui. Je vous donne des exemples concrets. Ce n'est pas des exemples opposants. Ok, donnez-nous des exemples concrets. Maître Adrien Hongbeyi est dans ce circuit-là. Il est avec eux. Il vous dira qu'il a dû fermer. Il est toujours. Aujourd'hui, là. Il a renoncé à être avec eux. En tout cas, le président a qualifié ses propos prononcés récemment de l'heure. Je vais vous dire ceci. L'entretien de l'heure. Je vais vous dire ceci. LE2LES, de l'heure. Je vais vous dire ceci. Oui. Être membre d'une équipe ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas dans l'équipe. Ce qui se passe avec le président Talon, c'est simplement de la dictature inutile. Inutile pour le peuple. C'est la critique qui fait avancer. L'autocritique qui fait avancer. Vous voyez?
un CA a été enfermé parce qu'il a dit ceci. Quelqu'un a saqué et on lui a envoyé les... Vous parlez de quoi? Non. Je voulais vous donner une autre preuve. Des exemples. De l'opacité de cette gestion-là. En 2023, nous étions devant la Cour constitutionnelle de Hamzat. Parce que les gens ont trafiqué les PV de compilation. C'est ça qui leur donne le nombre de députés qu'ils ont là. Ils n'ont pas ça. Nous avons pris des huissiers. Quand il dit nous, c'est l'opposition. Pour constater tout ça, on a amené à la Cour. On nous a demandé le PV. On a dit on ne les a pas reçus, on ne nous a pas donné. Nous avons demandé de faire venir le président de la Sénat pour prendre son PV que lui là, puisque lui il avait une copie chez lui. Il est venu, c'est devant tout le monde qu'il a dit que c'est caduc. Il n'a pas osé exhiber ça. Or, en matière de purge d'archives, c'est 10 ans. Les élections qu'on venait à peine de finir, il dit que c'est caduc. Du coup, son collègue, comme c'est des copains, il dit, ah, débrouillez-vous pour avoir votre PV. Vous dites, ils ne sont pas des copains. Il dit, débrouillez-vous pour avoir votre PV. Des copains. Et on sait, c'est des copains, s'il te plaît. Les opposants, parce souvent, que la Cour devrait exiger que la Sénat amène ce document-là. Parce que la loi leur fait l'obligation de garder ça dans leur archive, notamment au niveau du directeur général des élections. Mais la Cour n'a pas fait ça. La Cour nous a dit de nous débrouiller pour lui amener ces PV-là. Et que c'est au vu de ça qu'il va nous donner raison. Qu'il ne veut pas accepter les constats d'huissier. Et quand ils ont dit ça, les recours ont été rejetés. Mais avant, nous lui avons demandé, puisque vous nous demandez de nous débrouiller, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bagarre, oppose de vous, désormais, c'est ça? Il dit, en tout cas, débrouillez-vous. Alors, sur cette base-là, lorsque le code à vigueur a été introduit, ou faute, nous avons été vigilants. Et ce qui empêchait de donner la copie de PV de compilation, qui pourrait servir de preuve contre eux et lever toute opacité, nous avons dit qu'il faut améliorer. Parce qu'on dit qu'il y a un certain nombre de copies. Et on dit qu'il faut en donner à la Cour constitutionnelle, il faut en donner à la Cour suprême, il faut en donner à la Sénat, il faut en donner au coordonnateur d'arrondissement, il faut afficher. Et au finish, il ne reste qu'une copie. Malgré ça, on dit qu'il faut en donner copie à tous les partis. Comment ils vont trouver cette copie-là pour en donner aux partis? C'est ça qui leur permet de faire la faute. Mais cette fois-ci, on a été vigilants, on n'a pas mis ça dans la loi. Mais avant d'aller, avant que la loi n'aille au niveau du président de la République, ils ont encore remis ça dedans, comme ça. Ils ont supprimé tout ce qu'on a eu à faire. Et c'est devant la Cour que nous avons fait constater ça. Ça n'a pas été corrigé. D'abord, quand on finit de voter une loi, on donne une copie à tous les députés pour voir si les amendements étaient intégrés. Ils n'ont pas attendu cette procédure avant d'envoyer la loi au président de la République pour promulgation. Et comme lui, à son niveau, on lui fait obligation de demander l'avis de conformité, il a envoyé avec une vitesse injustifiable la loi à la Cour pour avis de conformité. On est allé à la Cour, devant les recours, la Cour dit, comment vous dites que vous n'avez pas reçu la loi pour vérifier les amendements? Et le président de la République a déjà eu ça. Il a demandé l'avis de conformité, il a sorti ça. Il a sorti. Et c'est vrai. Vous suivez? Je vous suis. Il a sorti sa copie et c'est vrai. Mais ça n'a pas empêché la Cour de déclarer la loi conforme. Pourtant, ce document est faux. Le document introduit par le président de la République pour demander l'avis de conformité est faux. Mais la Cour ne s'est pas empêchée de dire que c'est conforme en tout point. Et qui a trompé le président de la République? Ce que je dis. Allez prendre l'article 93 de la loi du Code électoral en vigueur. Oui. Peut-être que le président de la République même ne sait pas. L'article 93, vous l'avez dit. Oui. Oui. Et vous constaterez que l'opposition est dispensée de preuves en cas de tricherie. Mais pourquoi? Quand on parle de ces choses-là, le président s'agrippe, s'accroche aux 20%, on dit non. 20%, c'est déjà un autre problème. Vous suivez? Je suis. Mais ce qui nous permet de dire que ce qu'ils ont là, pour dire qu'ils ont 20% là, c'est vrai, nous ne l'avons pas. Et nous réclamons ça. C'est le minimum qu'on puisse nous donner. Nous réclamons ça. Le président même n'a qu'à prendre la loi et lire.
À preuve, dans cette perplexité, nous sommes allés voir la Sénat la fois passée, la semaine dernière. Oui. Pour lui montrer la loi et dire, bon voilà, maintenant là, comment vous pensez qu'on applique ces choses-là? La Sénat a reconnu qu'elle a des difficultés d'application. Et le magistrat qui est dedans s'est retourné vers les députés qui sont parmi nous. Comment vous pouvez voter des choses comme ça? Mais c'est devant ces choses-là que le président de la République dit, non, il n'y a pas à revoir le code. Il y a pas... Non, je ne voulais pas venir sur l'affaire de code. Mais j'ai fait une transition pour vous dire que ces gens-là n'ont jamais été transparents. Pour vous laisser quelle preuve que ce soit. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, on n'en finira pas. Je vous ai donné seulement deux. L'exemple Mouedi et l'exemple du Claude. Oui. Vous avez autre chose à me demander? Non, non, j'ai beaucoup de choses à vous demander sur ça. Voilà, je vous écoute. Nous sommes actuellement dans l'ère du numérique et de la digitalisation. Donc, vous voyez devant moi une tablette, elle est connectée, et je suis en train de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Et voilà, donc, quel est le résultat? Non, non, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai. Vous pouvez aller encore plus loin pour aller voir l'article 46. Je suis un devoir pourtant. Vous pouvez aller voir plus loin l'article 46. Oui. La loi dit, si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas candidat. Vous ne pouvez pas être candidat. Curieusement, ou avant le curieusement, là je vais dire, cela vous oblige à vous assurer que vous êtes sur la liste électorale avant d'être candidat. C'est ça. Mais dans ce code-là, on fixe des dates telles que c'est après le dépôt de candidature que la liste est affichée. Mais sachant bien que si vous avez déjà mis un candidat, qu'on affiche la liste et qui n'est pas sur la liste, ça fait tomber la liste. C'est ces questions élémentaires-là qui nous écœurent. Nous ne faisons pas de caprices. Vous avez raison de les soulever, je le vérifie. Bon. Vous pouvez vérifier, il y a d'autres points. Oui, sur la déclaration de candidature, voilà. Exactement. Je suis sur le titre 5 d'ailleurs. Voilà. Ok, c'est vraiment un plaisir d'avoir un intellectuel en face qui n'avance pas des choses en l'air et qui le dit et qu'on le veut. C'est l'intérêt de la digitalisation. Aujourd'hui, on ne fait plus une émission sans être connecté et vérifié instantanément. Merci d'avoir avancé des choses vraies. Cela me réjouit et nous allons revenir sur le deuxième point, n'est-ce pas, d'attention. Appelez-moi un cadre averti, oui, au lieu de m'appeler intellectuel. Intellectuel est celui qui a les diplômes. Il n'est pas forcément un cadre. Vous comprenez? Et le cadre même n'est pas forcément un cadre averti. Mais un cadre, il est cadré. Bon, je vous fais cette remarque-là. Donc, accepter d'être intellectuel, c'est mieux. Nous avons des intellectuels communautaires, mais quand vous dites cadre, les cadres, comme on dit, sont dans un cadre. Bon, c'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, non, c'est juste pour faire un complément bien mérité, puisque vous avez avancé des choses. Merci et beaucoup. je suis allé rapidement vérifier, puisque ça fait partie aussi de notre déontologie. Merci beaucoup. Alors, parlant toujours du code électoral, le président de la République a dit le code, il est perfectible, mais ça ne peut pas être un prétexte pour ne pas aller aux élections. L'opposition, vous irez aux élections avec le code tel qu'il est, malgré les imperfections que vous avez soulevées. Nous n'avons jamais dit au président de la République que nous n'irons pas aux élections si on ne change pas le code. Mais nous disons, il y a un minimum. Ce que nous avancions comme argument jusque-là, nous avons estimé qu'il y a une rupture d'égalité, oui, face au point 20% par circonscription électorale. Déjà avant la promulgation de la loi, nous avons estimé que c'est contraire à la Constitution. Parce que la Constitution a dit 10% au plan national. Jamais 20%. Mais quand vous voulez avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, faites la moyenne au plan national, ça fait 20%. Mais la Constitution n'a pas dit ça, on avait contesté. Malgré ça, la Cour a fait passer ça. Mais l'autre chose qui est une rupture d'égalité, aujourd'hui, ils ont mis un article frauduleux, j'appelle ça frauduleux. Parce que vous savez que vous avez empêché les partis d'opposition d'aller aux élections. Il n'y a eu que les démocrates récemment. Vous suivez ce que je dis? Aussi. Il n'y a eu que les démocrates. Et vous avez beaucoup de partis qui sont déjà allés aux élections, qui ont eu plus de 10% au plan national. Maintenant, vous dites, ils peuvent faire accord de législature. Parce que vous êtes assurés qu'ils sont capables d'avoir 10%. Donc, si on additionne leurs 10%, ils seront automatiquement les 20% partout. Mais celui qui est seul, lui fait quoi? Il fait quoi? Qui va lui combler ce trou-là? Mais vous êtes nombreux, vous avez un cas de concertation. Attendez. Il y a JSR, votre parti. Non, écoutez, qui peut apporter ce que je dis là, oui, j'ai tablé sur les partis qui sont déjà allés aux élections. Et j'ai parlé de l'assurance de la faisabilité de la chose. C'est mis à dessein, c'est frauduleux. La fraude est où? La fraude, c'est de savoir que
l'autre est seul, et de lui opposer 2 en face. C'est ça la fraude. Quand vous voulez faire une course, le point de départ doit être la même chose. Quand on dit point partez là, vous devez démarrer du même point. Et cette façon de frauder là, ce régime l'a toujours fait. Vous vous souvenez du financement des partis politiques? C'est quand le président Patrice Talon s'est assuré qu'il a déjà les 83 députés. Et la plupart des maires, je vais dire la majorité des maires, qu'il dit le financement public est subordonné au nombre d'élus. Ce n'est pas en cours de jeu qu'il faut définir les règles. Il faut dire voici la règle, que chacun aille chercher ses élus. C'est de la fraude. Ça peut se passer chez vous. Hein. Vous allez voir vos enfants vous battre. Vous déposez un plat là, avec de la viande. L'aîné arrive. Lui, c'est quand il finit de consommer les 3 quarts qu'il demande aux autres de venir, venez, on va manger. Vous trouvez que c'est normal? Ces comportements frauduleux là sont lésions dans le rang de la justice, dans le rang de la rupture. Et on ne peut pas continuer d'accepter ces choses-là. L'égalité des citoyens devant la loi. Oui. C'est un principe constitutionnel. Oui. C'est pourquoi, l'autre chose, si vous voulez que je débouche là-dessus, nous avons fait une réunion au champ d'oiseaux pour dire, le président Patrice Talon, certes, il dit partout, bon, je ne vais pas modifier, mais les faits sont là. Il doit modifier. J'ai l'habitude de dire qu'il m'excuse si je le choque. On ne lui a pas vendu le pays. Le pays est pour nous tous. Non, il n'a pas fait de vente. C'est un bien successoral. C'est oui. Pour tous les Béninois. Oui, il a bien dit. Vous comprenez? Pour les sacrifices que à partir de ce moment, oui. Il ne faut pas qu'il pense qu'il a droit de vie et de mort sur les autres. Il n'a jamais dit. Mais vous avez lu l'article. Oui. Vous avez lu les 2 articles dont j'ai parlé là. Oui, j'ai lu Comment ça. Dans ces conditions-là, il peut dire que nous devons subir ça? On ne pourra pas accepter. Quand vous dites il a bien dit que le code est perfectible. Cela veut dire qu'il n'a pas dit que la science infuse. Le code est perfectible, oui. C'est bien. Oui, il a bien dit que c'est perfectible. Mais on va trouver les éléments qui obligent à la perfection et refuser de faire la perfection. C'est ça qui est condamnable. Il faut l'expérimenter d'abord avant de faire la perfection. Pourquoi l'expérimenter? Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai parlé de 2023. On a déjà fait une première expérience. Oui. C'est la seconde expérience maintenant. On a enlevé ça lors du vote. Ils se sont arrangés pour remettre. Et puis même la Sénat estime qu'il y a des difficultés d'application. Oui, alors il laisse ça demander à la Cour maintenant. Oui. Face à ces difficultés d'application, comment nous allons nous débrouiller? Puisque la Cour nous dit, c'est qu'ils sont en train de provoquer du trouble à l'ordre public. Non, ils ne provoquent pas. Ce qui va se passer? Non, ce qu'on va faire... Attendez, ce qui va se passer, si on ne trouve pas la solution... Vous saisissez les juridictions. Je sais que vous êtes un homme de paix, vous êtes un homme de dialogue. Les figures de proue de l'opposition, du moins celles que j'ai vues... Ne vous gênez pas. Ouais. C'est pour cela qu'on a rencontré la Sénat. Oui. Oui, la Sénat nous avons demandé également une audience à la Cour constitutionnelle. Voilà. On n'a pas saisi pour cela. On a demandé une audience pour aller lui dire exactement ce qu'on a dit à la Sénat. Ça, c'est très sage. Parce que cette fois-ci, dans le bureau de vote, si nous n'avons pas nos feuilles de compilation, c'est eux qui auront provoqué la bagarre. C'est eux qui auront troublé l'ordre public. On ne laissera pas passer. Tout le monde doit avoir. S'il y a quelqu'un qui n'aura pas la feuille de compilation, c'est eux qui organisent. Ce ne sera pas nous. Ce ne sera pas nous. Trop, c'est trop. Maintenant, si c'est ce désordre-là que la Cour veut. Non, la Cour est la plus haute judiciaire en matière constitutionnelle. Ne fait pas vouloir du désordre. Hamzat, je ne dis pas la Cour sociale. La Cour Hamzat a dit débrouillez-vous pour avoir vos PV. C'est publiquement. Il a déclaré ça. Oui. Vous suivez? Oui. Le président Patrice Talon a refusé de corriger les choses, malgré l'appel du clergé, malgré l'appel des anciens présidents, malgré l'appel de celui qui a été 3 fois président de l'Assemblée nationale. Je veux parler de Maître Adrien Roumegui. Malgré l'appel des syndicats. Les syndicats ont fait un appel officiel. Malgré l'appel des ONG. Pourquoi nous allons accepter qu'on nous amène à la guillotine? Non. Ça ne se passera pas cette fois-ci. Ça ne se passera pas. Il est en train de créer les conditions pour tuer les populations. Non, non, c'est trop dit. Je vous dis que, quand je parle des populations, nos militants font partie de la population. Oui. Et ils ne vont pas accepter cette fois-ci qu'on les gruge. Non, personne ne sera grugé, puisque vous êtes là. Pour que personne ne soit grugé, il faut vous donner nos moyens de preuve. Vous suivez? C'est-à-dire, ce sont vos concurrents qui vont vous donner les moyens de preuve, ou bien les institutions. Je voudrais bien comprendre. C'est-à-dire que UP, le Renouveau, va vous donner les moyens de preuve. Les institutions et nos adversaires sont tous nos concurrents aujourd'hui. Vous voulez me dire le contraire? Non, la Cour constitutionnelle n'est pas votre concurrent. Si elle n'est pas notre concurrent, Hamzat a le droit de dire ce qu'il a dit là. Sakalafi a le droit de dire que c'est caduc en 3 jours.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vous dis, même le président de la République est notre concurrent. Je vais vous expliquer. Vous avez vu, vous avez vu qu'il n'est pas sûr que vous ayez le même candidat. Hein. Écoutez, je vous dis d'abord, il est notre concurrent. Oui. Vous avez vu toutes les peines qu'on fait aux démocrates aujourd'hui? Ils veulent faire quelque chose, on les disperse, on amène la police, on les empêche de faire. Or, la loi a dit que les députés doivent faire reddition de comptes à leur mandat. La loi a dit que les partis politiques doivent animer la vie politique. Mais lui, il est au-dessus de la loi. Dans le même temps, les UPR, on ajoute, non? Oui. Et BR, là. Vos concurrents, vous devez apprendre à connaître la cible. Je ne sais plus ce que le R est devenu pour le moment, mais c'est UPR. C'est UPR et BR. Vous savez, eux, là, font, on ne leur dit rien. Et puis, j'ai poussé ma curiosité, M. Rouimou. Oui. Je suis allé voir un rupturien bonté. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous retenez les autres par le maillot et les vôtres jouent? Et président, non, c'est pas ça. On leur a dit de faire ça dans une salle couverte, même pas dans un espace clôturé. Il a dit, mais les vôtres n'obéissent pas à la même règle. Et puis même si c'est ça, quelle est la loi qui vous permet de dire ça? La loi qui a dit, je ne vais même pas dire test, la loi, je vais dire test. La loi qui a dit, qui nous oblige, qui oblige les députés à faire des redditions des comptes, qui nous oblige à animer la vie publique. La loi n'a pas défini des conditions restrictives. Si vous voulez mettre des conditions restrictives pour encadrer, mais là, vous prenez un test d'application et tout le monde sait que c'est ça. Vous n'avez plus aucun test d'application. Vous vous levez pour imaginer ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Avez-vous aujourd'hui un décret d'application ou un arrêté d'application qui dit qu'il ne faut pas faire ça à ciel ouvert? Sous le fallacieux prétexte de sécurité? Il aurait fallu faire ça d'abord.